Pour cette dernière mesure de ce cours sur les confinements et la santé, je vous propose de faire le point sur quelques-unes des contre-mesures disponibles avec un choix qui s'explique notamment par leur simplicité de pratique ou de mise en place. Donc, ce quatrième opuscule a pour poursuit l'objectif général du cours qui était finalement de rapprocher des professions évoluant dans des environnements isolés, confinés, qui ont des impacts sur la santé et qui sont largement étudiés, de les rapprocher de ce qui est vécu au cours de la crise sanitaire et pour essayer de regarder quelles contre-mesures ont déjà été étudiées et comment elles pourraient être mises en place de façon simple. Certaines ont déjà été mises en place pour améliorer le vécu des personnes lors d'un confinement sanitaire. Donc, ce quatrième volet complète la description des environnements contraignants, la description de quelques-uns des effets de ces environnements contraignants et quelques points sur les mécanismes qui sont impliqués lorsque l'on vit, on évolue dans un environnement qui n'est pas naturel, qui est porteur d'isolement, de confinement, d'extrême ou d'inhabituel. Et donc, nous terminons sur un petit focus sur les contre-mesures. Très précisément, l'objectif de cette quatrième partie, c'est de regarder comment améliorer l'adaptation de l'individu dans la crise sanitaire en ciblant des aides de gestion du stress et des émotions, en vous présentant certaines modalités et en insistant sur le fait qu'aucune de ces techniques n'est magique et que chacune des techniques, à partir du moment où elle veut être déployée, nécessite de s'exercer régulièrement pour pouvoir entrevoir et ressentir des bénéfices. Nous allons parler de la gestion du stress et des émotions, donc des méthodes individuelles de gestion du stress et des émotions dans un deuxième chapitre, et puis une ouverture à d'autres approches qui, pour l'instant, sont du domaine de la recherche et qui s'appuient sur le cadre de la théorie de la cognition incarnée, qui propose d'enrichir les méthodes individuelles de gestion du stress et des émotions et qui, probablement, dans les prochaines années, verront le jour. Donc, premier chapitre de cette partie 4, qu'est-ce qu'on entend par gestion du stress et des émotions? En tout cas, l'ensemble des outils de gestion du stress et des émotions s'appuient sur une amélioration des compétences en régulation émotionnelle, avec l'objectif d'améliorer les émotions ressenties par un individu, que ce soit en termes d'inhibition, d'atténuation, d'accentuation ou de maintien d'un état émotionnel, donc selon la valence de cet état émotionnel. Il s'agit d'entraîner les compétences de régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité des individus à évaluer et à modifier leurs réactions émotionnelles de façon à pouvoir réaliser leur mission et avoir une qualité de vie satisfaisante ou en tout cas un état du moment qui soit suffisamment acceptable pour eux. Il y a énormément de littérature sur la régulation émotionnelle. L'objectif, ce n'est pas de vous décrire tous les modèles existants, mais bien de pointer quelques éléments et de poser la régulation émotionnelle au centre des besoins pour aider à la gestion du stress et des émotions au quotidien des individus. Donc, je vous ai juste illustré ce point de la régulation émotionnelle avec une proposition de Nicolas Schatzak et Desseil, portant sur les 4 formes de régulation émotionnelle que l'on peut développer, qui visent soit à diminuer une émotion déplaisante, soit à augmenter une émotion plaisante, et finalement avec des cibles qui sont différentes et qui aboutissent in fine à permettre à l'individu de mieux évaluer la situation pour avoir des réactions les plus appropriées possibles. Donc, je vous parle de régulation émotionnelle parce qu'effectivement, la régulation émotionnelle, et là je vous renvoie à quelques diapos de la partie 3, est extrêmement importante sur la santé. Alors là encore, ce n'est pas exhaustif, mais clairement, la littérature montre qu'une régulation émotionnelle efficace est associée à un bon état de santé, à la fois psychique et physique, également à un sentiment de bien-être et une qualité de vie plus élevée. Et en miroir, 40% à 75% selon les études des psychopathologies sont associées à des dérégulations émotionnelles. Donc, cette régulation émotionnelle qui est vraiment impactante pour la santé, elle est également à prendre en compte parce qu'en fait, si elle est dysfonctionnante, ou en tout cas une régulation émotionnelle qui n'est pas adéquate, va auto-renforcer des problèmes de santé.
En effet, dès lors que vous êtes débordé par une émotion, vous êtes beaucoup plus à risque d'avoir des biais émotionnels qui vont se traduire à la fois par des biais de prise d'information, des distorsions de traitement de l'information prise et également des dysfonctionnements de la manière dont vous allez interpréter les modifications internes, donc les modifications interoceptives en termes d'informations que votre corps vous renseigne sur comment la situation vous impacte ou pas. De façon très simple et très schématique, dès lors que votre émotion est élevée, vos pensées sont en lien avec vos émotions, du coup vos comportements sont évidemment ceux en adéquation avec vos pensées, donc les conséquences sont souvent bien plus compliquées à résoudre. Donc l'objectif de la régulation émotionnelle va être de diminuer un état émotionnel trop intense pour pouvoir avoir des pensées qui ne sont pas dominées par les émotions et donc des comportements adéquats pour résoudre les problèmes. Et finalement, les premières actions de régulation émotionnelle que l'on peut déployer pour les renforcer chez les sujets, c'est bien de détecter que l'émotivité est trop élevée et qu'il est important de redescendre au calme de façon à pouvoir penser et ajuster au mieux la situation, s'ajuster au mieux, pardon, à la situation. Enfin, sur le plan du savoir-être, de comment on se comporte en société et comment finalement on crée du lien social, et on a vu que la qualité du lien social était extrêmement importante pour s'ajuster aux environnements isolés et confinés, la qualité de la régulation émotionnelle a été associée à une empathie de meilleure efficacité, donc plus mature, c'est-à-dire à la fois avec des compétences affectives de perception de l'état émotionnel d'autrui, et des compétences cognitives d'empathie, c'est-à-dire qu'on comprend et on prend en compte l'état émotionnel d'autrui. De la même façon, une régulation émotionnelle efficace a été associée à une capacité à exprimer, mais aussi défendre ses valeurs, et c'est un point qui est extrêmement important au quotidien et dans notre société. Globalement, en fait, plus votre régulation émotionnelle est efficiente, plus vous vous opposez à une situation de soumission, de manipulation. Et enfin, la régulation émotionnelle, dans un certain nombre d'études, a été associée également à de meilleures compétences en termes de prise de décision, notamment dans les situations de conflits éthiques et de conflits d'action. Donc ce point pour poser au centre des méthodes de gestion du stress et des émotions, la régulation émotionnelle comme étant un levier sur lequel les méthodes doivent être efficaces ou en tout cas doivent s'attacher à agir. Passons donc à la deuxième partie, au chapitre 2 de cette dernière partie, cette partie 4, pour décliner quelques méthodes individuelles de gestion du stress et des émotions et centrées sur un prérequis qui est que aucune de ces techniques n'est magique et qu'elle ne fonctionne que si nous pratiquons des exercices de façon répétée au quotidien. Et donc évidemment une illustration par cette phrase d'Aristote qui n'est peut-être pas stricto sensu la traduction de sa phrase d'origine. Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant et pas uniquement en lisant ou en discutant. Lorsque l'on s'intéresse aux méthodes individuelles de gestion du stress et des émotions, on s'aperçoit qu'il y a tout un éventail de méthodes et une première chose est peut-être de les positionner par rapport à leur cible mécanistique. Et finalement, si on se pose dans une dynamique de confrontation à des événements stressants dans lesquels l'on va évaluer, qui vont déclencher des réponses émotionnelles idéalement adaptative et donc avec des conséquences en bien ou en moins bien pour la santé et le bien-être, finalement, on peut positionner deux grandes catégories de méthodes individuelles. Des méthodes qui vont renforcer des habiletés cognitives de régulation émotionnelle, qui vont plutôt être des méthodes basées sur le contrôle attentionnel et l'aide à la réévaluation cognitive de l'événement vécu et de la manière et des biais finalement de perception de ces événements. Et puis un deuxième grand groupe de méthodes qui vont plutôt cibler les habiletés corporelles et viser donc à les améliorer pour améliorer la régulation émotionnelle avec des méthodes qui vont plutôt modifier la manière dont le cerveau va intégrer de l'information émotionnelle et sensorielle, donc venant du corps, et des méthodes qui vont plutôt s'attacher à renforcer l'attention portée aux informations corporelles et à leur qualité. Donc des méthodes cognitives, des méthodes corporelles. Je détaillerai plutôt les méthodes corporelles, mais juste un petit focus très superficiel sur les différentes méthodes cognitives de régulation émotionnelle qui existent et donc elles peuvent se classer en des méthodes qui visent à travailler sur la perception du contexte, des méthodes qui visent à la réévaluation
ou à l'attention portée au contexte, on va dire. Et donc, l'ensemble de ces méthodes sont souvent complémentaires et dans les outils de gestion du stress et des émotions, elles sont entraînées avec une priorisation qui va dépendre de l'interaction et du besoin du patient. Donc, c'est des méthodes qui sont plutôt développées dans le champ thérapeutique, dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives, et elles se développent pour le citoyen qui n'est pas patient psychiatrique, aussi avec des outils Internet qui permettent d'exercer un certain nombre d'habiletés cognitives de façon à l'aider à mieux gérer son quotidien. In fine, ces méthodes cognitives de régulation émotionnelle, elles ont pour objectif de nous aider à mieux tolérer finalement les biais de probabilité que notre cerveau nous conduit à faire relativement à nos croyances, nos biais de perception, notre capacité à détecter que finalement la manière dont nous nous attendions à voir la situation n'est pas la réalité de ce que nous voyons de la situation. Et donc, si ces méthodes cognitives de régulation émotionnelle sont particulièrement pertinentes dans le cadre de Covid, et je vous conseille, si vous êtes intéressé par cette approche du cerveau probabiliste, de lire les 2 papiers que Botman a publiés dans l'Encéphale récemment, et qui pointent finalement l'importance de travailler sur les croyances pour les croyances et à la fois sur sa vulnérabilité personnelle et sur les mesures de protection, l'information qui est donnée pour améliorer les comportements de protection de l'individu et diminuer la perception de l'incertitude. Et donc, ces méthodes cognitives qui vont viser à finalement diminuer les biais probabilistes du cerveau humain se développent en dehors du cabinet du psychiatre ou de l'hôpital, et vous avez un certain nombre d'outils qui sont disponibles pour tout un chacun. Alors, je vous en cite 2. Le premier, Sérénactif, est un outil développé par les services de psychiatrie de Lille et validé par le service de psychiatrie de Lille. Donc, la méthodologie est d'articles de validation et est cité en référence. C'est le docteur Servant qui a développé ce programme basé sur les TCC pour améliorer la gestion du stress et des émotions. Et puis nous, dans l'armée, nous avons un outil qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel, qui est un outil qui renforce chacune donc des étapes donc de perception du contexte, de réévaluation du contexte, de travail sur le focus attentionnel et de réévaluation de la situation, et donc qui est déployé pour les militaires et qui montre également des bénéfices sur la perception de stress des individus et également sur la régulation émotionnelle. Donc vous voyez que les méthodes cognitives sont disponibles sous différentes formes pour tout un chacun. Et finalement, dans cette 4e partie, je fais le choix de plutôt cibler et de passer un petit peu plus de temps sur les méthodes corporelles de régulation émotionnelle. Ces méthodes corporelles, là encore, il y en a énormément et peut-être qu'elles se rejoignent toutes par une action commune sur la régulation de la respiration. Si vous êtes intéressé par la manière dont la respiration pourrait être finalement un point d'action commun de l'ensemble des outils existants, vous pouvez vous plonger dans l'article de Zelano qui décrit un certain nombre de mécanismes, à la fois top-down et d'autres bottom-up, qui posent la respiration et la régulation de la respiration au centre des bénéfices des outils d'intervention pour travailler sur la régulation émotionnelle à partir des ressentis corporels. Pour autant, et indépendamment du mécanisme générique que je vous propose basé sur la respiration, un premier champ de méthode corporelle de régulation émotionnelle s'appuie sur une amélioration de la régulation du système nerveux autonome par l'entraînement à une respiration plus ample et plus calme. Ce qui est le prérequis de cette méthode, c'est de prendre en compte que le système nerveux autonome va déterminer le niveau d'activation de chacun de nos organes. Globalement, en fait, ce système nerveux autonome est divisé en 2 branches, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Pour faire simple et schématique, le système nerveux autonome sympathique active l'ensemble des organes et le système nerveux parasympathique met au calme l'ensemble des organes. En pratique, plus le système nerveux autonome fonctionne de façon adaptée aux sollicitations, plus l'individu est capable de se sentir safe en situation de non-stress et de non-sollicitation.
C'est un cadre théorique qui a été développé par Porges sous le nom de neuroception, en fait, qui essaie d'identifier la qualité de l'activation du système nerveux autonome associé à un état de perception d'environnement sécure versus non sécure et qui pose l'importance de développer une neuroception safe ou sécure pour permettre aux individus à la fois de créer de l'engagement social et donc une amélioration de la manière dont ils vont réguler leurs émotions en situation de confrontation. La méthode actuellement la plus déployée et une des plus simples à utiliser pour utiliser la respiration pour réguler la manière dont le système nerveux autonome fonctionne, c'est les outils de cohérence cardiaque et les outils de cohérence cardiaque sont basés sur un principe très simple, c'est de considérer qu'une personne stressée va être dominée par un TGV émotionnel du fait d'une suractivation du système sympathique et que finalement elle n'a pas les freins pour arrêter ce débordement émotionnel et qu'il est donc important de renforcer le frein parasympathique et que la respiration est un véritable levier pour permettre au frein parasympathique d'être efficient, c'est-à-dire de calmer un débordement émotionnel et de maintenir un état safe quand la situation le permet. Alors comment peut-on renforcer le frein? En fait, en respirant de façon ample et régulière, on va ralentir le rythme respiratoire et par des boucles de réflexes physiologiques dont l'objet n'est pas nécessaire de décrire maintenant, en fait, le rythme cardiaque va se réguler, va se synchroniser. C'est pour ça qu'on appelle ça cohérence cardiaque. Ça ne renvoie pas à un état physiologique stricto sensu, mais plutôt à une synchronisation particulière de l'activation sympathique et parasympathique et qui est associée finalement à un état de calme vigilant. Lorsque les individus, alors la cohérence cardiaque est un outil de gestion du stress et des émotions qui est simple d'utilisation, notamment parce qu'il existe un certain nombre d'applications qui peut guider tout un chacun à entraîner sa respiration à un rythme calme et le conduisant finalement à déployer une respiration extrêmement ample. J'insiste sur l'amplitude de la respiration parce qu'en fait, il y a énormément de récepteurs pour activer le système parasympathique dans le diaphragme et dès lors que votre respiration est plus profonde, vous allez stimuler ces récepteurs parasympathiques et renforcer ou en tout cas muscler votre frein parasympathique. Si vous faites cette expérience de respiration sur quelques cycles de respiration profonde, donc ample et lente, vous allez assez rapidement percevoir une situation de calme qui va correspondre à la mise en cohérence cardiaque, donc pour citer le nom de cet objet, et qui correspond finalement à une balance parasympathique qui travaille en équilibre avec le sympathique et donc un frein efficient. Schématiquement, pour comprendre le mécanisme par lequel la cohérence cardiaque est efficace, il faut bien prendre en compte que chacun des organes est en fait en permanence contrôlé par un système oscillant, donc l'activateur sympathique et le frein parasympathique, et que cette oscillation permanente permet de donner des grands coups d'accélérateur si vous avez besoin de réagir de façon rapide à un stresseur environnemental. De la même façon, dès lors que le stresseur a disparu, il faut que le frein se remette en action pour pouvoir vous ramener au calme et permettre d'avoir une récupération biologique. À partir du moment où le système oscille, il peut osciller de plusieurs façons. Il peut osciller en donnant des grands coups de frein et des grands coups d'accélération de façon à vous permettre d'être prêt à réagir. C'est l'analogie d'une voiture qui a un feu rouge et un chauffeur qui veut démarrer vite et qui va donc faire rugir son moteur. Donc il va démarrer très vite, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il change le moteur de sa voiture parce qu'un moteur n'est pas fait pour être sursollicité de cette façon-là. À l'inverse, pour démarrer tout aussi vite, vous pouvez être dans un ralenti, vous pouvez être au ralenti, vous démarrez aussi vite et un ralenti qui est un calme vigilant, vous démarrez aussi vite, mais vous n'abîmez pas votre moteur. La représentation ou l'illustration que vous avez sur l'écran là de l'ordinateur représente en fait une situation d'enregistrement du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque instantanée, et vous avez en début de courbe sur la gauche en fait la fréquence cardiaque instantanée qui traduit finalement une succession de freins et d'accélérateurs puisque vous êtes à un moment à 60 battements par minute, le coup d'après à 100 battements par minute, ce qui traduit qu'en fait l'oscillation est très irrégulière, très erratique, voire chaotique. Vous demandez à un sujet de respirer de façon ample à un rythme d'à peu près de 6 cycles par minute et vous allez voir qu'en fait, cette fréquence cardiaque instantanée va s'organiser autour d'un rythme régulier qui est appelé cohérence cardiaque.
Un individu qui s'entraîne à respirer de cette façon-là, en fait, va donc mettre sa physiologie dans un état de calme vigilant et si une pensée de rumination le traverse, à nouveau, vous allez retrouver un état physiologique chaotique que l'on enregistre toujours sur la courbe de fréquence cardiaque instantanée. Et puis, vous lui redemandez de porter attention sur sa respiration profonde et vous retrouvez un état de calme vigilant. Donc voilà un petit peu le principe de la cohérence cardiaque et chacune des applications qui est disponible dans la littérature, qui est disponible sur téléphone ou par des logiciels, en fait, apprend par cette respiration à mettre l'individu au calme. Et plus l'individu s'entraîne, plus en situation d'émotion débordante, il va être capable d'activer le frein parasympathique pour se mettre dans un état de cohérence cardiaque propice à un comportement adapté à l'environnement et moins coûteux pour le fonctionnement biologique. La cohérence cardiaque est un outil très facile d'utilisation. La pleine conscience ou la mindfulness est un outil qui inclut des exercices respiratoires, mais d'autres exercices aussi et qui est plus complet que la cohérence cardiaque pour s'entraîner à mieux réguler ses émotions. Donc, la pleine conscience caractérise à la fois une façon d'être, c'est-à-dire que je suis plus ou moins pleinement présent à ce que je vis sans jugement, instant après instant, mais est aussi un ensemble d'interventions basées sur des exercices de méditation qui visent à développer cette capacité à être pleinement présent à ce que l'on vit instant après instant. Et donc, d'un point de vue phénoménologique, en fait, lorsque vous vous entraînez à un fonctionnement en pleine conscience, vous êtes concentré sur un objet, vous détectez dès lors que votre pensée n'est plus centrée sur cet objet, vous êtes capable de laisser ces pensées vagabondes aller et de revenir sur la tâche. Donc, instant après instant, vous êtes présent à vous-même. D'un point de vue des sciences cognitives, en fait, le fait d'entraîner la pensée à porter son attention sur un objet et à détecter dès lors que vous n'êtes plus présent à ce que vous êtes en train de faire, vous entraînez un certain nombre de processus attentionnels cognitifs qui ont été clairement décrits dans la littérature et validés. La littérature disponible dans le cadre de la manière dont la pleine conscience et les interventions de pleine conscience agissent sur la santé sont des programmes pour lesquels la plupart des exercices sont basés sur l'attention portée sur la respiration, puisqu'en fait, il est beaucoup plus facile de maintenir une attention soutenue sur un objet, sur quelque chose qui bouge, que sur un objet immobile, et la respiration est un très bon candidat pour entraîner l'attention des individus à se maintenir au quotidien et surtout instant après instant dans les exercices qui sont entraînés. Sur le plan du cerveau, en fait, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on s'entraîne à porter son attention sur sa respiration de façon régulière, chaque jour, un certain temps, en fait, on améliore un certain nombre de réseaux cérébraux qui sous-tendent des fonctions d'adaptation extrêmement importantes, la capacité à détecter les informations pertinentes dans l'environnement et ne pas être distrait par des informations non pertinentes, une capacité à être au repos qu'on appelle le brain default mode, qui est caractérisé chez les sujets qui se sont entraînés à la pleine conscience par un état de présence à soi extrêmement singulier, une capacité à utiliser l'ensemble de ses compétences sans être perturbé par des informations extérieures et donc à réorienter son attention de façon ajustée. S'il existe une large littérature sur les bénéfices de la pleine conscience en termes mécanistiques, il existe également une large littérature sur les bénéfices de la pleine conscience sur la santé et un certain nombre de papiers commencent à être publiés sur comment pratiquer la pleine conscience dans les situations de confinement telles que le confinement sanitaire que nous avons vécu notamment au printemps. L'objectif de cette partie 4 n'est pas de décrire toutes les interventions centrées sur la méditation, mais de vous montrer, de vous présenter parmi l'éventail d'outils individuels de méthodes corporelles de régulation émotionnelle, quelle place peut avoir la pleine conscience et sa pratique au quotidien. Alors juste pour vous montrer quelques résultats, nous, que l'on a observés en milieu militaire, qui ne sont pas stricto sensu des interventions basées sur la pleine conscience, mais je rebondis sur les programmes plutôt cognitifs militaires, qui s'appellent donc les techniques d'optimisation du potentiel ou TOP, qui déploient en fait à la fois des exercices cognitifs de réévaluation de l'environnement, de renforcement de l'attention, mais aussi des exercices d'attention portée à ses sens et à ses sensations corporelles.
et dans le cadre d'un essai clinique contrôlé randomisé contre placebo, nous avons comparé une technique cognitive, les TOP, et une technique de cohérence cardiaque chez les pompiers de Paris, et nous avons suivi à distance les bénéfices sur la santé et sur la gestion du stress de ces deux approches. Ce que nous avons observé, donc après des protocoles standards de 2 heures par semaine pendant 2 mois, plus une pratique informelle quotidienne recommandée, c'est que par rapport au groupe placebo, qui n'avait pas donc appris d'intervention, les sujets du groupe TOP, donc par méthode plutôt cognitive versus méthode corporelle cohérence cardiaque, avaient une perception du stress ambiant beaucoup moins importante, avaient une amélioration de leur sommeil. Ils avaient amélioré leur immunité loco-régionale, donc celle qui est utile dans la lutte contre les virus, avec une plus grande efficacité de la méthode corporelle par rapport à la méthode cognitive dans cette cohorte en tout cas, un renforcement du frein parasympathique, et les deux programmes avaient amélioré le fonctionnement en pleine conscience des pompiers de Paris. Nous avons suivi cette cohorte jusqu'à 2 ans et ce que l'on a observé, c'est un maintien des effets uniquement chez ceux qui pratiquaient quotidiennement à 2 ans. Donc, quels que soient les outils existants, chacun des outils ont des bénéfices. Pour autant, ces bénéfices ne seront tangibles et perceptibles que si les exercices sont pratiqués de façon régulière. Et finalement, s'il faut retenir 2 éléments de l'éventail des méthodes individuelles de gestion du stress et des émotions, c'est que probablement toutes agissent par le biais de la respiration et que finalement toutes les techniques qui vont vous permettre d'avoir une respiration, de porter attention à votre respiration en ayant une respiration ample, profonde, régulière, sont des outils qui ont des bénéfices, et que l'entraînement doit être régulier pour que les bénéfices se maintiennent, et qu'il faut s'entraîner en situation de calme pour espérer en situation de stress et pour permettre en situation de stress que les exercices soient efficients. Il ne faut pas penser que lorsque vous appliquez une technique en situation de stress alors que vous ne l'avez pas, elle n'est pas devenue une pratique régulière, il ne faut pas penser que cette technique se sera efficace, puisqu'en fait vous n'avez pas encore acquis finalement les habiletés nécessaires pour faire avec le stresseur qui vous a fait vous activer plus qu'il ne le fallait. Dernier point sur les méthodes individuelles, les méthodes de gestion du stress et des émotions, qui va être plus un point d'ouverture, en vous présentant quelques éléments d'une piste mécanistique, d'un cadre théorique qui pousse au développement d'un certain nombre d'objets, d'interventions visant à améliorer la régulation du stress et des émotions, et qui est donc ce que j'ai appelé la piste de la cognition incarnée. La notion de cognition incarnée vient d'une manière de décrire notre interaction avec le monde et de considérer qu'en fait, si le monde change et induit des modifications de notre ajustement, cette modification de notre ajustement du fait du changement de l'environnement va aussi avoir des conséquences sur la manière dont le monde fonctionne. En gros, en fait, l'environnement et l'individu sont en interaction permanente, et à partir du moment où ils sont en interaction permanente, le changement d'une des parties de cette équation induit des changements de l'autre partie. En fait, au fur et à mesure que l'environnement me change, je change la manière dont je perçois l'environnement. Et donc, la notion de cognition incarnée prend en compte effectivement que nous vivons à la fois dans une interaction entre notre corps et notre cerveau, et que l'un et l'autre se modifient mutuellement, que en tant que personne, nous sommes situés dans un environnement, et qu'il faut également prendre les interactions entre l'environnement et le sujet lui-même, et qu'en fait, nous sommes étendus à des interactions sociales, et que finalement, nous avons également à prendre en compte la manière dont l'interaction sociale va nous modifier, dont nous allons modifier les informations que nous percevons de cet environnement social. Et donc, considérer l'individu en dehors de toute interaction et incarnation dans son environnement de vie est finalement une perception limitée de la manière dont nous habitons notre environnement. Donc, la théorie de l'énaction, qui est une théorie qui a été développée par Francesco Varela, vraiment pose le cadre de la relation corps-environnement et comment l'un et l'autre se modifient par leur interaction réciproque. L'idée, c'est que chaque événement va laisser, en raison de l'émotion qui est induite par cet événement, ce changement de l'environnement, que ce soit conscient ou pas, va laisser au niveau du cerveau une trace, et que cette trace va modifier plus ou moins durablement la manière dont nous percevons le monde.
et qu'il est ainsi important de considérer que si l'individu donne forme à son environnement, en même temps, l'environnement est façonné par la manière dont l'individu le perçoit. Et que ce cadre théorique, en fait, a conduit à penser à des interventions qui auraient pour objectif de renforcer nos compétences énactives. Alors, bien évidemment, vous ayant parlé de pleine conscience, il est tout à fait logique de poser la pleine conscience et les interventions basées sur la pleine conscience comme un exercice, une méthode visant à renforcer nos compétences inactives, puisqu'en fait, nous allons, lorsque nous nous entraînons à porter attention à notre souffle, à des sensations corporelles, nous allons nous entraîner à être non pas happés par des pensées, non pas happés à venir ou déjà ou sur du passé, mais nous allons être présents aux informations que notre corps nous amène, qui résultent de l'interaction qui est en train de se passer dans le moment présent avec l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc cette capacité de mise à jour instant après instant, à la fois du corps et de la perception de l'environnement, permet d'ajuster les émotions stricto sensu à ce qui est nécessaire dans l'instant vécu. Et donc, tous les outils qui renforcent le fonctionnement en pleine conscience sont des outils, des interventions qui vont améliorer les compétences inactives. Alors, bien évidemment, il y a toutes les interventions de pleine conscience classiques que vous connaissez bien, et puis certaines modalités de pratique du sport, et particulièrement la plongée, qui, du fait de leur singularité de pratique, peuvent également renforcer cette capacité à être en lien avec les informations corporelles, en lien avec son souffle, en lien avec l'environnement et être pleinement actif et en interaction avec l'environnement. Quand vous plongez, vous avez un détenteur qui vous oblige, finalement vous contraint, mais de façon agréable, à porter attention à votre respiration, à l'inspiration et à l'expiration. Vous avez des informations corporelles qui sont modifiées du fait du jeu de pression sous l'eau. Et puis, vous avez également un environnement qui est en général d'une beauté poussant à la contemplation. Et finalement, la pratique du sport plongée peut être en soi, ou en tout cas améliorer cette capacité, nos compétences inactives pour mieux s'ajuster à l'environnement et mieux ajuster nos émotions à nos ressentis interoceptifs et du coup ajuster nos comportements à l'environnement. Les outils actuels de biofeedback, la cohérence cardiaque étant finalement un outil de biofeedback assez simple, ont pour but finalement de renforcer nos compétences inactives. Alors, je m'explique. Le biofeedback, ça a pour objectif, en fait, de permettre à un individu d'apprendre à l'aide d'une interface informatique, technologique, d'agir sur une activité physiologique, donc le cœur pour la cohérence cardiaque, mais ça peut être aussi des activités cérébrales, des activités gastriques. Et l'idée, c'est de donner un feedback à l'individu pour qu'il se mette dans un état de fonctionnement qui soit le plus bénéfique pour sa santé. Le feedback doit être travaillé pour aider l'individu à trouver l'action à faire pour se mettre dans cet état physiologique particulier. Et donc, toutes les interventions que l'on voit poindre dans le cadre du développement de start-up centrées sur le biofeedback, le cardio-biofeedback, le neurobiofeedback, sont des interventions qui ont pour but de renforcer nos compétences inactives. In fine, à partir du moment où on vous apprend à reprendre lien avec une physiologie qui est safe, finalement, vous allez avoir des émotions en lien avec une physiologie sécure et des attentes et des prédictions, si l'on reprend le modèle du cerveau probabiliste, qui vont être plus ajustées, une capacité à détecter les écarts à ce que vous attendiez qui va être également perçu pour un écart plus faible et une meilleure capacité de feedback pour ajuster vos boucles de réponse. Et donc, ces environnements technologiques visant à renforcer les compétences inactives se développent dans le cadre à la fois de pratiques sportives ou de pratiques carrément immersives et conduisent en fait à développer finalement un certain nombre de points de validation d'une nouvelle science qui pourrait s'appeler l'embodied virtual medicine ou l'embodied medicine, et avec l'idée d'utiliser la physiologie corporelle et la capacité de l'individu par du feedback à s'ajuster à un fonctionnement physiologique sécure pour finalement améliorer son état de santé.
Donc je vous ai mis quelques références si ce champ vous intéresse. Actuellement, il existe quelques interventions déjà déployées, plus ou moins validées, qui ciblent in fine l'interoception de l'individu et sa mise à jour instant après instant. Et donc, pour conclure sur ces compétences inactives et puis ce tableau un petit peu sommaire et rapide des différentes interventions visant à améliorer les habiletés de gestion du stress et des émotions, peut-être retenir un point qui pourrait être résumé avec dans la réponse à la question suivante. Si je vous demande quel est le poids de ce verre, selon si vous êtes optimiste ou pessimiste, vous allez me répondre qu'il y a un poids lourd ou un poids beaucoup moins lourd. Et en fait, l'ensemble des outils de gestion du stress et des émotions qui finalement visent aux habiletés corporelles, c'est-à-dire à renforcer les compétences inactives, visent à vous amener à une réponse de ce type. En fait, le poids réel du verre importe peu. Tout va dépendre du temps que vous allez passer avec le verre dans votre main. Et pour les soucis et le stress, c'est finalement quelque chose de similaire. Si vous tenez vos soucis une minute, finalement, ce sera peu lourd. Si vous les tenez une heure, ça va devenir très lourd. Et si vous les tenez toute la journée, finalement, vous allez être en difficulté et vous allez vous engourdir et finalement aboutir à un état fonctionnel qui ne va pas être propice pour maintenir votre santé. Donc le stress et les soucis dans nos vies sont semblables à ce verre d'eau. Si vous y pensez juste un instant, cela passe. Si vous avez développé des capacités de détection que cet état est pesant pour vous, des capacités à porter votre attention et à déployer une respiration qui va être ample, qui va renforcer le frein parasympathique, vous allez fonctionner dans un état beaucoup moins ruminatif ou beaucoup moins anxiogène et donc vous donner plus de chances de finalement être ajusté à votre environnement, particulièrement dans les environnements isolés, confinés, qui sont imposés dans le cadre de la quarantaine, enfin en tout cas du confinement sanitaire que nous avons vécu en 2020. Quelques points de littérature, en tout cas ceux qui me paraissent les plus importants par rapport à ce dernier cours, notamment un point sur la neuroception avec le papier de Porges, et puis si vous vous intéressez à l'embodied virtual medicine ou à l'embodied medicine, Riva est le chercheur qui a actuellement le plus écrit dans le champ avec une roadmap et des points d'étape en fait à valider pour avancer dans ce champ-là. Une bibliographie plus complète si vous voulez aller plus loin. Et donc, pour finir, donc je n'ai toujours pas de lien de conflit d'intérêts et je vous remercie de votre attention. Et donc, si à l'issue et à l'écoute de ces 4 parties de cours, vous avez des questions ou vous souhaitez plus de détails, dans la limite de mes compétences, bien évidemment, je vous répondrai. Et donc, je vous souhaite un bon voyage dans les environnements isolés, confinés, dans l'exploration de ces environnements professionnels et en espérant que ça vous a permis d'ouvrir une fenêtre sur le confinement sanitaire autre que celle uniquement subie.